Bienvenue sur Fragile, le podcast qui raconte l'île de Porquerolles aujourd'hui, à travers le regard et le portrait d'hommes et de femmes qui l'habitent, l'aiment et la font vivre. Comment sont-ils arrivés ici? Comment voient-ils l'île évoluer? Quel est leur endroit préféré? Les souvenirs qui les ont marqués? Écouter les habitants raconter Porquerolles, c'est entrer dans l'intimité de l'île. Lieu d'histoire, d'inspiration artistique, de diversité biologique, de contrastes et de paradoxes. Un endroit précieux et fragile. Je suis Ingrid Blanchard et je reçois aujourd'hui Dédé Mayou. Bonjour Dédé. Votre famille est arrivée à Porquerolles à la fin du 19e siècle de l'île de Ponza, au large de Naples. Né André Goglia, tout le monde ici vous connaît sous le nom de Dédé Mayou. Vous êtes une personnalité de Porquerolles, pêcheur-poète comme je l'ai entendu souvent. Vous êtes l'aîné d'une fratrie de 3 enfants. Vous avez grandi et passé toute votre vie à Porquerolles et avez exercé en tant que pêcheur et bateau-taxi. Vous composez et interprétez des chansons accompagnées de votre guitare dans la lignée des chanteurs à texte, Brel, Brassens, Ferré ou Ferrat pour n'en citer que quelques-uns. Nous allons bien sûr en parler. Mais pour commencer, Dédé, est-ce que vous pourriez nous raconter quand et comment votre famille est arrivée sur l'île et comment elle s'y est installée? Bon, ma famille est arrivée sur l'île, je crois que c'est en 1882 ou un truc comme ça. Hein, et en fin de compte, mon arrière-grand-père, qui était à l'île de Ponza, qui vivait là-bas, plus ou moins dans des grottes, enfin bon. Et un jour ou l'autre, il a décidé de partir avec sa famille, c'est-à-dire sa femme et ses 2 enfants, pour venir en France. C'est-à-dire, ils allaient tous à l'époque, les pêcheurs, sur Marseille. C'était un lieu de rendez-vous. Bon, il est parti là-bas, à la voile, ou à la rame, enfin bon. Donc il y avait du vent, c'était à la voile. Et puis, ils ont longé la côte, et ils sont arrivés à Menton. Ils sont restés quelque temps à Menton, parce que plus ou moins, ils avaient du monde de la famille. C'est les Vitiello, je crois. Et après, ils sont venus à Porquerolles. Ils ont voulu partir sur Marseille. Quand ils sont arrivés à Porquerolles, il y avait un tel mistral qu'ils n'ont pas pu passer la pointe du Langoustier. Et ils se sont retrouvés presque échoués, quoi. Et donc, ils sont restés quelque temps là. Et puis, après, mon arrière-grand-père est descendu au village. Et à ce moment-là, je pense qu'il connaissait la famille Mazella, Nunziade, qui était du même lieu. Et donc, il est resté là, quoi. Il a commencé à pêcher. Il pêchait les langoustes avec des paniers en osier ou en myrte, comme il faisait avant. Après, il était plus ou moins travaillé chez Fournier à l'époque. Et c'est comme ça qu'on est resté à Porquerolles. Votre père, Marius Fortuné, plus connu sous le nom de Bayou, était lui aussi une personnalité de l'île. Il conduisait le cormoran. Nombreux sont les Porquerolais et non-Porquerolais qui se souviennent de lui. Est-ce que vous pourriez nous dire quel genre d'homme il était? Mon père, il était... c'est simple. Mon père, c'était Rému. Voilà, c'est tout à fait Rému, mon père. Il était pagnolesque. Et c'est tout à fait le même personnage. D'ailleurs, quand il racontait les histoires, c'est tout à fait Rému. Voilà. Alors, mon père, il est pas né à Porquerolles. Il est né hier, je crois. Et après, il a passé sa vie ici, bien entendu. Mais à l'âge de 5 ans, il a perdu sa mère. Donc, il a été élevé avec ses 2 frères par mon arrière-grand-mère, quoi, disons. Voilà, la femme de Silver. Et donc, comme elle arrivait plutôt du côté au large de Naples, de l'île de Ponza, elle parlait pas bien le français, ou presque presque pas du tout, quoi. Bon. Alors, elle le prononçait toujours. Alors, quand elle appelait mon père, au lieu de l'appeler Marius, elle l'appelait Mariou, et c'est comme ça que c'est devenu Mayou. Ah. Et puis, pendant des années, tout le monde pensait qu'il s'appelait Mayou, on recevait le courrier au nom de Mayou, et c'est pour ça que moi, dans mes chansons, enfin, dans mes textes, dans les titres surtout, je me suis appelé Dédé Mayou. Pourquoi? Par rapport à mon père, quoi, pour garder l'image de mon père, voilà. Qui était une personnalité très aimée à Porquerolles. Il plaisantait avec tout le monde, et puis là où il était placé,
sur le cormoran, après sur le corail rouge, parce que c'est le corail rouge qui menait avant la guerre et après la guerre. Ce sont les deux bateaux qui faisaient la liaison entre voilà, la Tour Fondue et Porquerolles, pour les auditeurs. Mon père, il a fait la ligne pendant 45 ans, hein. Ouais, bien sûr, c'était un personnage. Il faut reconnaître, c'était vraiment un personnage. Et alors, comment il a rencontré votre mère? Est-ce que votre mère était porquerolloise? Ah, comment il a rencontré ma mère? Alors là, c'est une autre paire de manches. Ma mère habitait à Torpes, c'est-à-dire à côté de Besançon. Elle travaillait un jour, elle est venue travailler pour la famille Richet, le professeur Richet, à l'époque, qui était à Paris. Donc, elle est allée travailler chez lui. Et elle est plus ou moins gouvernante, enfin, une femme un peu à tout faire, quoi, en fin de compte. Et puis, l'été, le professeur Richet avait déjà acheté l'île du Ribot, et l'été, il venait en vacances, là, à l'île du Ribot. Et c'est comme ça qu'il a connu mon père. Alors, pas quelle circonstance. J'en sais rien, mais enfin bon, c'est comme ça qu'ils se sont connus. Les territoires insulaires sont pas si grands, donc. Ouais, tout à fait, ouais. Bon. Donc, ils ont connu tous les deux l'époque de François-Joseph Fournier, qui devient propriétaire de l'île en 1912. Est-ce que la vie sous François-Joseph Fournier vous a été racontée? Et si oui, qu'est-ce que vous en avez retenu? Est-ce que vos parents vous ont raconté cette période? Ouais, enfin, j'en ai entendu parler un peu, mais enfin, on n'en parlait pas tellement, en fin de compte. Monsieur Fournier, il avait acheté l'île de Porquerolles, enfin pas toute l'île, hein, parce qu'il y avait des terrains militaires. Il avait acheté ça. Et plus ou moins, il a voulu faire un truc communautaire, c'est-à-dire un peu ce qu'il avait fait là-bas au Mexique. Au Mexique, oui, c'est ça. Donc, il y avait tous les corps de métier qui étaient ici, et l'île se suffisait à elle-même. À côté de ça, il faisait des cultures d'agrumes qui venaient très bien à Porquerolles. Il avait fait des serres, et donc il vendait tous ces agrumes, ou même chez Fauchon, je sais pas où, là, il y avait des kumquats, des mandarines, des oranges, j'avais des pamplemousses, ça me fait tout, quoi. Et donc, tout ça marchait très bien. À côté de ça, il y avait une culture aussi d'artichauts, qui venaient en primeur à Porquerolles, et puis des choux-fleurs, tout ça, et tous les jours, je me souviens, moi, quand je travaillais sur le bateau, à le corail, ça m'est arrivé de travailler pendant des années, un peu aussi, et ben, tous les soirs, il y avait des tonnes et des tonnes d'artichauts qui partaient de Porquerolles et qui allaient sur le continent. Voilà. Qui étaient revendus au Halles, voilà. Vous êtes donc le premier d'une fratrie de 3 enfants, on l'a dit. Vous êtes né à la fin des années 30, en 1939, très exactement. Alors, la légende dit que vous êtes né sous un figuier dans la cour de l'actuelle maison de votre cousin Louis Goglia. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Mais alors, vous démentez une belle légende, là. Non, je suis né à la maison où il y avait un figuier que mon grand-père avait planté. Voilà. Aujourd'hui, cette maison-là, c'est un de mes oncles, si on peut dire, hein, bon, qui a acheté ça, et bien entendu, il s'est empressé de couper le figuier. Et moi, je lui ai dit, ça, c'est pas bien, mon grand-père, il va te regarder au travers. Voilà. Voilà, bon. Vous êtes né quand même dans cette maison. Oui, moi, je suis né à cet endroit-là, oui. D'accord. Voilà. Et vous avez grandi en partie à Porquerolles. Alors, l'île, elle a été évacuée en 1943, après avoir été occupée successivement par les Italiens et les Allemands. Est-ce que vous avez des souvenirs, vous étiez tout petit, hein, mais est-ce que vous avez des souvenirs de votre petite enfance sur l'île avant qu'elle ne soit évacuée? Vaguement, parce que là, j'avais quand même 4 ans. Oui, j'ai quelques souvenirs, mais des souvenirs... les Italiens, je m'en souviens, ils fabriquaient le pain pour le village, plus ou moins. Donc, ça, je me souviens quelques passages comme ça, mais pas... C'est un peu flou, quoi, disons. C'est un peu flou. Et je crois savoir que la cohabitation avec les Italiens se passait plutôt bien. C'est plutôt bien, parce qu'à Porquerolles, il y avait beaucoup de gens qui venaient d'Italie, de la région de Cugni et compagnie, de tous les bûcherons, tout ça. Et c'était plus ou moins des gens qui arrivaient d'Italie, hein. Il y avait l'immigration italienne. Vous avez 4 ans et demi quand l'île est évacuée. Est-ce que vous en gardez un souvenir? Qu'est-ce qui vous a marqué? Ça m'a marqué parce que je me souviens très bien, mon père qui était sur le corail et qui faisait le service, alors que quand les Allemands sont arrivés à Porquerolles, au mois de mai, les gens ont commencé à déchanter. Et alors là, plus ou moins, l'île a commencé à se vider. Alors, plus ou moins, ils allaient dans la famille, ou ils partaient ailleurs, bon. Et voilà. Et donc,
mon père, lui, restait jusqu'au dernier moment, parce que comme il était utile pour les Allemands, quoi, pour le service, et qui ont même demandé de rester, mais mon père, faisant de la résistance, n'avait pas voulu rester à Porquerolles au milieu des Allemands, quoi. Donc on a évacué les derniers, c'est-à-dire au mois de novembre, avec la famille Mazella, Julie, Guy. La veille, on était réunis dans une salle, dans une grange à côté, là, et l'officiel est arrivé, et il a dit, demain soir, Raoust, plus personne sur l'île. Bon, et c'est comme ça que le lendemain, on est obligé de partir. Alors je me souviens exactement le temps qu'il faisait, il y avait du vent d'ouest, je me souviens comme si c'était hier. Il y avait du vent d'ouest, hein, pas fort, mais bon, je me souviens encore, je vois encore l'image. Donc on est arrivé à la Tour-Fondue. À Tour-Fondue, on attendait Noël Arnaud qui arrivait de Saint-Pré, du château de Saint-Pré, avec un camion gazogène à l'époque. Alors Dédé, pour que les auditeurs comprennent bien, le château de Saint-Pré, c'est l'endroit où la famille Fournier s'était installée après l'évacuation, c'est-à-dire c'est ça. Monsieur Fournier avait un château de Saint-Pré. Oui. Bon, et à côté de ça, à côté de l'abbaye de la Selle, qui était à eux aussi. Donc voilà. Alors comme ils ont où ils avaient accueilli des Porquerolais. Voilà, ils ont accueilli des Porquerolais. Voilà, certains Porquerolais sont allés travailler encore chez eux, mais il n'y en avait pas beaucoup, une dizaine, même pas. Hein. Votre famille ou pas? Pardon? Est-ce que votre famille est allée à... Non. Nous on est allés un soir quand on l'a évacué, on est allé dormir là-bas, et puis à l'abbaye de la Selle, et puis le lendemain, nous, mon père avait un appartement. On avait trouvé une maison de village à Vins-sur-Caramie, et donc c'est là-bas qu'on est allé vivre pendant 2 ans, quoi. Hein. Près de Brignoles. Voilà. Ah, oui, c'était à 8 km de Brignoles. Hein. Voilà. Vous êtes évidemment tout petit, donc je ne sais pas si cette question a beaucoup de sens, mais est-ce que vous avez conscience que vous quittez votre île, entre guillemets? En fin de compte, c'est un peu inconscient, parce que, non, en fin de compte, on n'était pas malheureux où on était. Donc, l'île, bien sûr, c'est-à-dire que moi, j'y pensais pas trop, hein, ce moment-là, hein, j'avais à peine 5 ans quand je suis rentré à l'école à Vince. Donc, c'était la guerre, on était habitué à ce genre de truc, donc on se posait pas trop de questions, hein, ça me manquait pas trop. Par contre, quand on est revenu à Porquerolles... Quand est-ce que vous revenez à Porquerolles? En 45, hein, c'était au mois de juin. Hein. Quand on était revenu, après, bien sûr, je me souviens encore le temps, là, il faisait calme plat, c'était, il y avait un soleil terrible, et bon, et en fin de compte, c'est vrai qu'après, là, du coup, ça fait un drôle d'effet, quoi, Bon, mais autrement, pendant la guerre, ma foi, non, on n'était pas très... Vous pouvez pas dire que vous avez été malheureux pendant la guerre. Non. Moi, à Vence, c'était un village, donc on n'était pas malheureux. Hein. Donc vous revenez sur l'île, votre père reprend ses fonctions de liaison entre le continent et l'île. Ouais, il avait déjà repris avant. Hein, d'accord. Un peu, avant qu'on arrive, nous, parce que moi, il fallait que j'attende la fin de la classe. Donc mon père était déjà là. Et votre mère travaillait? Et ma mère, non. Elle a travaillé. Quand elle a connu mon père, après elle travaillait à l'Arche. Oui. Et après, ma mère ne travaillait pas. Il fallait qu'elle s'occupe de la maison. Bon. La famille s'agrandit? Mon frère est né en 45. Après, ma sœur, elle est née en 47 ou 46 ou 47, je crois. C'était comment de grandir à Porquerolles, fin des années 40 et dans les années 50? Est-ce que vous êtes allé à l'école sur l'île? Est-ce que vous gardez des souvenirs de cette période? Et quels étaient vos jeux, par exemple? Ben oui, je suis allé à l'école jusqu'à quand je rentre au lycée, jusqu'à 11 ans, quoi. L'école, ma foi, moi ça va, j'étais bon élève, il n'y a pas de problème, hein, bon. Mais vous étiez nombreux à l'école à l'époque? Oui, presque 120 on était. Il y a 2 classes. En fin de compte, dans la petite classe, il y avait 4 rangées de bancs au moins 10 personnes, au moins 15, au moins. Et dans la grande classe, en fait, ce qu'on appelait la grande classe, qui allait au certificat d'études, parce qu'à l'époque, on avait le certificat d'études. Il y avait le cours supérieur, il y avait le cours élémentaire, tout ça, bon. Et en fin de compte, il y avait aussi 4 rangées ou 5 d'élèves, quoi, hein, voilà. Alors donc, tout ça, c'est nombreux, ça faisait, alors, au moins une cinquantaine de personnes par classe, hein, au moins, hein. Bon, mais c'est considérable, quand on sait que maintenant... oui, mais maintenant, il n'y a plus personne, hein. Ils sont 4 chats et 3 pelés, là. Il n'y a plus rien. On s'amusait à n'importe quoi, hein. Et puis tous les soirs,
Hein, quand on sortait de l'école, on allait caler les pièges. Alors voilà, hein, on allait braconner, ça c'était la tradition, voilà. Tout ça, bien sûr, tout ça, ça a disparu de la circulation. À l'époque, vous habitiez à quel endroit, Dédé? J'habitais dans la rue de la ferme, ce qu'on appelait à l'époque la rue plus ou moins la rue des Puces. Des gens avaient nommé ça comme ça, mais c'était vieux qu'on ne savait pas pourquoi. Bon. Oui, alors d'ailleurs, vous avez écrit une chanson sur la rue des Puces. Ouais. Si vous me permettez, je vais en lire un court extrait pour essayer de traduire cette ambiance que vous avez su communiquer à travers cette chanson. Vous dites: rue des Puces, c'était son nom, ça résonnait comme un quartier, juste une rangée de maisons, des cabanons, des poulaillers, entre deux ponts de la Garonne, le rendez-vous des QBC, pour embrager ce gai royaume, le bel Ombra avait pris pied. Vous continuez, et dans le refrain, vous dites: rue des Puces, c'était son nom, on y croisait tous les métiers, du forgeron au bûcheron, du bourrelier au menuisier, et puis les rois du jardinage, de vieux pêcheurs, des vrais marins, mais tous experts en braconnage, des bons pour tout, des bons à rien. Alors vous décrivez bien les lieux, l'ambiance qui y régnait, les différents corps de métiers qui étaient représentés. Pour vous, c'est une ambiance qui a disparu, tout ça. Oui, totalement. D'ailleurs, il y a plus personne de cette rue. Tandis qu'à l'époque-là, c'était habité de partout. En bas, il y avait un étage, en bas comme en haut, c'était habité. Il y avait une famille dans chaque maison, hein, ou même deux, des fois. Et puis alors, le soir, là, tous les gens qui revenaient du travail et tout, alors, il n'y avait pas de télé à l'époque, il y avait juste que la radio et tout juste. Bon, alors les gens ils se mettaient là, chacun s'asseyait, chacun racontait des bêtises, quoi, ou bien des anecdotes, ou des histoires. Et voilà, c'était une ambiance, bien sûr, c'est tout à fait différent. Aujourd'hui, il n'y a plus tout ça, il n'y a plus rien du tout. Hein. Bon. Voilà. Vous voulez dire, il y avait une vraie vie de village, les gens se retrouvaient, échangeaient, oui. Et partageaient. Ben oui, mais c'était. En plus, on habitait tous au même endroit. Tout dans cette rue-là. Tous les employés de la ferme, à l'époque, il y avait la ferme, il y avait 250 ouvriers, ils travaillaient tout, on habitait tous dans ce même lieu, dans cette rue-là. Alors, en fin de compte, c'était marrant, quoi. Bon, après, il y avait des histoires comme partout, mais c'était anecdotique, quoi. Voilà. Comme une grande famille, quoi. Ouais, c'était un peu ça, voilà. Est-ce que Dédé, vous avez quitté l'île à un moment donné pour étudier ou partir travailler, ou est-ce que vous êtes resté ici toute votre vie? Je suis parti déjà en 6e, déjà. J'étais pensionnaire déjà au lycée, ailleurs au lycée. Pensionnaire, déjà, moi, ça me plaisait pas trop, hein. Moi, j'étais déjà anarchiste dans l'âme, bon, plus ou moins. Et le soir, dans le carré, là, il y avait le phare de Porquerolles qui passait. Alors, la lumière, on se posait sur le mur. Comme ça passait. Elle vous faisait un petit... Et moi, j'étais enfermé, là. Je me disais, qu'est-ce que tu fous ici? Alors, au début, la première année, plus ou moins, ils sortaient un petit peu, enfin, le week-end. Ils allaient à Porquerolles, quoi. Et puis après, mes parents, ils se retrouvaient mieux, pour que j'étudie un peu mieux, de rester. Alors, je sortais plus du tout. Alors, je restais pendant 2 mois, 3 mois, enfermé, là, au lycée, là. J'allais en promenade, heureusement que j'avais joué au ballon, mais j'avais du sport, heureusement qu'il y avait ça. Et en fin de compte, Porquerolles, j'amenais une fois, pour les vacances, quoi, en fin de compte. Alors là, ça me plaisait pas trop. Disons que c'était pas trop mon caractère, hein, de rester enfermé, hein. Bon, ça me plaît pas trop, hein. Voilà. Rester. L'île vous manquait alors? Ouais, c'est surtout les copains qui me manquaient, puis ouais, l'ambiance, hein. Ouais, puis l'île aussi. Ouais. En fin de compte, là-bas, j'étais privé de liberté. En fin de compte, voilà, c'est tout. Ouais, voilà. Ouais, bien, ouais, voilà. On peut comprendre que quand on a grandi ici, libre dans la nature. Moi, les études, j'aimais plutôt le travail manuel, moi, que les études, en fin de compte. Hein. Et à la fin du lycée, qu'est-ce que vous faites? Vous avez travaillé un peu en face ou vous êtes revenu? Non, je suis revenu, en fin du lycée. J'avais 15 ans, hein. Ouais. Je suis revenu, bon, pendant les vacances, déjà avant, je travaillais déjà pendant les vacances, histoire de pas rester à la maison, hein, à rien foutre. Et puis après... Qu'est-ce que vous faisiez comme... À l'époque, il n'y avait pas de frigidaire. Donc, il y avait des glaciers, hein, ceux qui en avaient, et on mettait de la glace dedans. Bon, la glace, il fallait la transporter, elle venait pas sur l'île, elle venait d'arriver de l'autre côté, quoi. Donc, je travaillais avec un type, là, qui habitait au Med, qui s'appelait Perronnet, hein, et qui habitait là-bas au Med. Il descendait en vélo tous les jours. Je me demande comment il faisait d'ailleurs aujourd'hui. Et tous les matins, on a porté la glace. Alors on avait une charrette avec 2 roues en ferraille, là, et puis, allez, moi je tirais le charreton, et
Et puis lui, allez, alors il coupait les morceaux de glace, on les mettait dans les glacières, on les vendait aux gens, quoi, là-bas. Bon, moi j'étais bien, c'était marrant. Donc vous dites, il habitait au Med, c'est-à-dire que c'était habité là-haut. Ouais, c'était habité, c'est lui qui habitait là-haut, il était gardien des Med. Avec une famille? Ah ouais, après, je sais pas combien il avait d'enfants, après ils étaient 5 ou 6, je crois. Hein? Ah ouais, c'était un personnage, lui. Oh là là, c'était un personnage. Alors, vous travaillez à ses côtés, et puis ensuite, vous avez fait la pêche, ou vous avez fait d'autres... Oui, mais attends, ça c'est bien après. Alors, je vais trop vite, allez-y. Non, ça c'est bien après. D'abord, je travaillais là, après j'ai travaillé chez Scotto. Chez Scotto, c'était quoi, la boucherie? Ouais, mais bon, comme... moi je travaillais 3 ou 4 heures par jour. Le père Scotto, le grand-père, disons, il pouvait plus trop forcer. Disons, c'est moi qui charriais les quartiers de bœuf, parce qu'à l'époque, c'était pas emballé comme aujourd'hui. À l'époque, ils allaient chercher la viande à Toulon, aux abattoirs, mettaient ça dans un camion non réfrigéré, on le mettait sur le corail rouge le soir, dans une bâche. De là, on les débarquait dans un autre camion, en arrivant à Porquerolles, et puis on les portait ils les mettait dans la chambre froide. Aujourd'hui, si on fait ça, le lendemain, on est tous morts. À l'époque, la viande se conservait. Aujourd'hui, ça peut rien à voir avec ce que c'était, la viande, hein. C'est pas du tout pareil. Maintenant, vous faites cuire un steak, vous sortez l'eau, avant, vous sortez le sang, ça n'a rien à voir. Donc, à 15 ans, à 17 ans, pas tout à fait même, j'avais 16 ans et demi, un truc comme ça, j'ai commencé à faire la pêche avec la famille Pellegrin. Et donc, pendant 2 ans, je fais la pêche là, au chalut. Après, je suis parti, je suis allé à Nice, j'ai foutu le camp parce que, bon, pour changer d'air. Et puis après... Vous aviez envie de partir. Ouais, vous avez eu envie de partir. Ouais, je suis parti. Ouais. Et en fin de compte, après, il est arrivé l'armée. Voilà. Hein. Donc, je suis allé voir mon oncle à Paris, qui était à Montreuil, et qui travaillait dans une usine de formica, et il faisait les pieds de table, les guidons de vélo en nickel. Et donc, j'ai travaillé plus ou moins avec eux quelque temps, et puis après, je suis parti à l'armée. Voilà. À 20 ans, 20 ans, il a fallu que je parte à l'armée. Et après l'armée? Et après l'armée, bon, je suis revenu à Porquerolles, 2 ans, j'ai fait 27 mois et demi quand même, l'armée, c'était pas, il y avait le temps d'Algérie et tout, là. Bon. Moi, je suis pas allé en Algérie, il n'y avait pas de départ dans mon contingent. Alors, j'étais opérateur radar, plus ou moins, je suis venu à Porquerolles pour faire le cours d'opérateur radar, je suis resté 2 mois. Bon, je suis tombé sur un abruti de second maître, là, qui nous a empêché de sortir. Alors, le soir, on faisait le mur, on partait. Et puis après, j'étais avec un copain, on a acheté un bateau, puis on a commencé à faire la pêche, voilà. À l'époque, la pêche, on tirait à la main, il n'y avait pas de sondeur, il n'y avait pas de scie, il n'y avait pas de là, enfin, il fallait tout. Il n'y avait pas de roue, il n'y avait rien du tout. Avant, c'est pas évident. Bon, mais enfin bon, on arrivait à vivre quand même. Et après, j'ai acheté un bateau pour faire le taxi. Alors, j'ai fait le taxi quelque temps. Bon, mais moi, ça m'enchantait pas trop parce que on était nombreux à faire le taxi déjà. Donc, on était 5 ou 6 à faire la même chose. Donc c'était un peu aléatoire, quoi, disons. Qu'est-ce qui vous déplaisait? C'était simplement le fait que le taxi, il fallait passer par n'importe quel temps, il n'y avait pas il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui. On marchait au compas, là, quand de la nuit, hein, et puis il fallait passer par tous les temps, des fois c'était scabreux, parce que la vedette, c'était pas des bateaux, ça tenait à la mer, c'est des marins, mais bon, le moteur était à l'intérieur, on n'entendait rien, plus ou moins on n'avait pas de visibilité, et ce qui fait que c'était pas des fois évident, surtout quand il faisait mauvais temps. Hein. Après, j'avais trouvé un moyen de travailler avec Scotto, enfin ça, c'était le fils à l'époque. Moi, je portais la marchandise. Alors lui, ça l'arrangeait parce que il payait pas cher le voyage, bien entendu, à l'époque là, c'était pas cher. Et deuxièmement, moi, ça me faisait travailler matin et soir, disons. Bon, ça me faisait 2 courses, quoi. Voilà. Donc, ça me permettait de vivoter, quoi. Voilà. Et puis, entre-temps, je faisais un peu la pêche, soit sous-marine, hein, jour et nuit, ou bien, j'avais embarqué le petit you de rien du tout. J'avais 3 pièces de filet, et puis j'allais caler des pièces de filet. Alors, je vendais un peu, voilà, à Sainte-Anne, tout ça, je vendais le poisson, un peu de bouille, un peu de soupe, enfin bon, ça remplissait un peu, voilà. Enfin, j'ai l'impression quand vous racontez vos expériences, du coup, que vous revenez à
finalement une activité où vous avez une certaine liberté ouais, aussi. ouais. C'est ce que vous recherchiez. Voilà. Ouais, c'est tout à fait. Moi, de toute façon, je suis libertaire, moi j'ai besoin de liberté. Bon. Je vais vous poser peut-être une question un peu indiscrète. Est-ce que vous avez été marié, Dédé? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Non. Non, j'ai vécu avec plusieurs femmes, mais j'ai pas été marié. D'accord. Je pensais que ça servait à rien, de toute façon. On n'est pas obligé d'être marié pour avoir une fidélité ou autre chose, ou une famille. Bon. Voilà. Donc, après j'ai eu ma fille, Oui. Bon, voilà. Maintenant, elle est là. Elle vit sur l'île? Oui, elle est ici, elle travaille ici à Porquerolles, voilà, bon. Avec sa mère, quoi. Disons qu'au bout de 3 ou 2 ans, ça a plus marché, quoi. Donc, alors, à ce moment-là, ils sont partis. Ils sont allés de leur famille à Toulon, là. Bon. Donc, après, elle allait à l'école à Toulon, tout. Bon, puis elle venait pour les vacances, Alors, bien entendu, les vacances, avec moi, elle faisait ce qu'elle voulait, Donc, elle était tranquille. Alors, puis un beau jour, elle avait 13 ans. Elle a dit, sa mère, elle lui a dit, moi, je veux vivre chez mon père, voilà. Alors, elle m'a dit, papa, je veux venir à la maison. J'ai dit, t'as qu'à venir, qu'est-ce que je te dis, moi, je vais pas te dire non. Et puis voilà, c'est comme ça qu'à partir de 13 ans, elle est revenue ici, donc elle allait à l'école hier. Ouais. Et après, l'agriculture, elle a fait des tas de choses, quoi. Puis voilà, elle est restée ici à Porquerolles avec moi, quoi. Elle travaille sur l'île? Ouais, elle travaille sur l'île. Elle travaillait dans les commerces à un moment, mais ça lui plaisait pas trop, elle est un peu comme moi, elle aime bien la liberté aussi. Donc, elle travaille dans les vignobles, chez Chanel là-bas. Au domaine de l'île, ouais, c'est ça. Ceux qui vous connaissent bien ont eu la chance de vous entendre chanter, accompagné de votre guitare. Vos inspirations sont à trouver du côté des chanteurs à texte, on l'a dit, Brel, Brassens, par exemple. Depuis quand est-ce que vous composez? Bon, j'écrivais quelques bêtises de temps en temps, parce que bon, c'est pas, mais en fait, je composais pas. Et puis, je chantais surtout les chansons des autres, Brel, Brassens, Ferrat, sur Béard et compagnie, Ferré. Et puis un beau jour, mes parents ont disparu, en 2002 et 2003. Et il va savoir pourquoi. Un jour, je commençais à écrire une chanson. Et puis, j'en ai écrit 2, puis j'en ai écrit 3, et puis voilà, et puis après, voilà. Mais c'est là que j'ai commencé à écrire, et surtout, je faisais un peu de quelques poèmes comme ça, par-ci par-là, mais sans intérêt, quoi. Et puis, je faisais pas de musique. Et puis là, j'ai accompagné tout ça avec une musique, enfin, plus ou moins, parce que moi, je suis pas musicien du tout, Moi, j'ai appris la guitare tout seul. J'ai pas pris de cours de musique, rien du tout. Tout ce que j'ai appris dans ma vie, moi, je l'ai appris dans les chansons, surtout le Brassens. Toute ma vie et mon éducation s'est passée dans les chansons. Vous commencez en interprétant les chansons que vous aimez. Ensuite, vous écrivez. D'où vous vient cet amour pour la poésie et le texte et les mots, parce que vos chansons sont vraiment des chansons à texte, c'est très bien écrit, il y a énormément de poésie, de sensibilité. D'où est-ce que ça vous vient, ça, Dédé? C'est venu grâce à Georges Brassens, en fin de compte. Et surtout, un peu la poésie, bon, plus ou moins j'ai aimé toujours un peu la poésie, sans trop m'en rendre compte, mais enfin c'était un peu ça, quoi. Ouais. Alors que vous chantiez La Rue des Puces, on en a cité un extrait tout à l'heure, la Repentance, La Complainte du Moulin, La Ballade du Pain de Charles, pour ne citer que quelques titres. L'île est au cœur de certaines de vos chansons. Est-ce que l'île est pour vous une source d'inspiration importante? Oui, sur quelques sujets, mais autrement pas tellement en fin de compte. C'est plutôt mon passé qui est important. Ce que j'ai vécu, ce que je ressens, bien sûr, Porquerolles en fait partie. D'ailleurs, j'ai appelé mes chansons le rêve est réel. Ah, justement, j'allais vous poser la question. Vous anticipez ma question, Dédé. Alors, d'où vient ce nom? Simplement, rêve et réalité, en fin de compte. C'est venu comme ça. Comme je peux dire. Il y a beaucoup de vrai, mais il y a aussi des trucs un peu inventés, quoi, comme dans toutes les chansons, Bon. Porquerolles, ma foi, Porquerolles, oui, dans quelques chansons. Ouais. Ce que j'ai vécu, c'est vrai. Le moulin, tout ça, l'histoire, ça c'est vrai, l'histoire du moulin avant, qu'on n'appelait pas le moulin du bonheur à l'époque, c'était le moulin avant. Ouais. Alors, tous les jeudis, on montait là-haut, on se battait à coups de pierre, mais ça c'était au temps où j'allais à l'école, là. Il y avait la marine à l'époque, ici. Après, il y a eu la gendarmerie, mais il y avait la marine pendant des années. Et ce qui fait que la marine, il y avait aussi des enfants, on n'était pas trop d'accord. Alors, tous les jeudis, on allait se battre contre eux, là, sur le moulin avant. Des fois, c'était dramatique,
Parce que là, ça allait un peu loin. Ça allait trop loin. Alors, au-delà de l'île, vous chantez le temps qui passe, l'amour, la nature, la liberté. Il y a un lieu que vous affectionnez particulièrement, Dédé, c'est le Fort de la Repentance. Vous avez écrit une chanson qui est une supplique au Père Séraphin pour y être enterré. Je vais lire un extrait pour que les éditeurs comprennent voilà ce que vous y avez voulu mettre. À l'heure de mon trépas, ne vous empressez pas de me conduire en terre dans le vieux cimetière où le tombeau m'attend, mais en s'y entassant, je pourrais déranger les parents. Je voudrais être enterré sur le haut d'un sommet, reflet de mon enfance, à l'ombre du grand pin, auprès du souterrain du Fort de la Repentance. Et vous terminez. Prenez donc le chemin qui mène au souterrain du Fort de la Repentance, un lieu de mon enfance sous le nom des copains qui subsiste au fusain. Je voudrais reposer demain. Pourquoi ce lieu, il est si important pour vous, Dédé? Ouais, c'est important. C'est important sans l'être vraiment, mais à une époque, on montait tous les jours, pendant les vacances. C'était l'été, je me rappelle plus à quelle époque exactement. On avait toute une bande avec quelques copains. Et puis il y avait des filles aussi qui étaient en vacances, quoi, qui arrivaient de Paris ou d'ailleurs. Hein. Et donc, on montait là-haut tous les jours parce que on était d'abord au frais, là-haut. Dans les galeries, il y avait personne. C'était tranquille. Hein. Et puis, il y avait les chauves-souris. Alors, on chassait les chauves-souris. Hein. Bon, qui s'en foutaient royalement, d'ailleurs. On le faisait partir de là, se poser un peu plus loin. Bon. L'histoire de la Fort de la Repentance, je suis remonté souvent. Alors, il fallait passer par le fossé. Il fallait escalader une meurtrière, parce qu'on pouvait pas... Il y avait pas de pont, il y avait rien du tout. Il y avait un figuier qui était planté en bas, et donc le pont-levis, enfin, il était complètement dans le fossé, on pouvait pas passer par là, on passait par une meurtrière derrière, là-bas. Il était habité, le fort, à l'époque? Non, il y avait personne. Il y avait personne. Non, c'est pour ça qu'on y allait. Oui. Il y avait personne, c'est la marine, alors, il y avait l'armée, mais l'armée, il y avait longtemps qu'ils avaient, non, ils y allaient pas là-haut. Non. Alors nous, on allait s'amuser, enfin, nous, on se baladait là-haut, ça nous faisait des balades, et puis bon. Bon, alors un jour, je suis allé voir le Père Séraphin, on allait aider quelquefois pour mettre sa chapelle, ses poutres en place, qui sculptait, qui faisait des sculptures magnifiques, tout, en parlant d'une chose de l'autre. Alors, à cette époque-là, il y avait, dans les salles, il y avait des noms, tous les noms des gens qui passaient par là, qui écrivaient, mon nom, il était partout, bien sûr. Hein. Il y est encore. Il y est encore, parce que c'est moi qui les sauvegardais. Avec des noms de filles, d'ailleurs, à côté. Ouais, voilà. Alors, à cet endroit, du souterrain dont je parle, là, hein, il y a les noms qui sont encore là. Oui. Alors, le Père Séraphin, il me dit, Dédé, mais c'est vous, ça, sur le mur, là, c'est encore vous, ça. J'ai dit, ouais, on est monté tous les jours, j'ai expliqué. Puis en partant, en rigolant, comme ça, je lui ai dit, tiens, Père Séraphin, je vais vous faire une supplique. Si je me faisais enterrer à la Repentance. Alors il me dit, ah ben pourquoi pas, ben voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Alors moi, le lendemain de ma plus belle plume, j'ai commencé à faire cette supplique. Et voilà. Et après je lui ai donné. Alors du coup, il était un peu étonné, quoi. Il avait dit, c'est pas mal, ça. Moi je m'étais inspiré un peu de Georges Brassens, ça, dessus, au point de vue musique. Alors il m'a dit, j'ai dit, mais c'est anecdotique, c'est pour rigoler, hein. Il m'a dit, oui, mais je sais très bien. Mais Dédé, là où vous voulez être enterré, il me disait, mais c'est que du rocher. Ben, j'ai dit, ouais, d'accord, c'est que du rocher. Mais je vous ai dit un trou pas profond que je puisse sortir la nuit, là. Alors, il rigolait. Et alors, la dernière fois, il me dit que j'allais le voir. Il avait des amis. Alors, il a émis des carillons, là. Et tous les jours, il jouait du carillon, fait de compte. Et après, il avait fait même, inventé une musique sur les carillons. Alors, il me dit, alors Dédé, où c'est que vous voulez être enterré? Eh ben, j'ai dit là, à côté. Il me dit là, oui, à côté des cloches. J'ai dit comme ça fera une de plus. Alors, je me marrais avec lui. On était toujours souvent ensemble, on parlait, il se marrait, il était content. Voilà. Vous y êtes retourné au fort depuis son départ, au Père Séraphin? Ben, ouais, non, mais non, je suis pas retourné, non. Il est parti à combien de temps, le Père Séraphin? Mais ça fait au moins 4 ans, hein. Oui. Donc vous n'êtes pas retourné depuis? Non, je suis retourné au fort, oui, plusieurs fois, mais je rentrais simplement dans la première salle, c'est tout. Non, je suis retourné pour porter souvent de la nourriture au Père Basile, parce qu'Irène, à la boulangerie, elle me donnait des provisions pour lui monter. Alors, elle me prêtait la voiture et je montais là-haut. C'est comme ça que je suis remonté plusieurs fois au fort, mais
pas spécialement pour aller voir le fort, hein, parce que le fort, on connaît par cœur. Vous n'avez plus rien à découvrir. Pas grand-chose, non. Alors, il y a encore mon nom qui subsiste, hein, surtout à l'entrée du souterrain, ça ils y sont. Ça oui, je vous et confirme. Puis, voilà. Et puis le père Séraphin, on est allé voir où il y a un four à pain, là où il y a 2 fours à pain, et il m'a dit, Dédé, voilà, attends, il y avait mon nom dessus. Oui. Alors j'ai dit, père Séraphin, celui-là, vous le laissez, vous l'effacez pas. Alors il m'a dit, bon d'accord, je le garde. Alors, il y est toujours. Voilà. Oui, il y est toujours. Ouais, mais ceux de la galerie aussi, celui du four et ceux de la galerie. Ah là, aussi. mais la galerie, ça c'est, un jour ça va disparaître, t'as vu, c'est au fusain, ça. C'est vrai. Ouais. Mais ouais. Ouais, c'est dommage, hein. Parce que là, il y a le nom des Joël, Traquic, là. Ouais. C'est la bande, là. J'aimerais qu'on parle un petit peu de votre lien à Porquerolles aujourd'hui. Vous vous occupez, avec Mehdi, de l'entretien de l'église. Chaque année, vous réalisez une magnifique crèche typiquement provençale avec des dizaines et des dizaines de santons, un décor naturel. Vous y mettez beaucoup de soins pour le plus grand bonheur des Porquerolais et des visiteurs du mois de décembre. Quel sens, Dédé, vous donnez à cet engagement? Quel sens? Ouais. Ben, je donne aucun sens. Simplement que mon oncle Loulou, à un moment, s'en est occupé. Sa femme, elle était très croyante, tout ça. Et après un moment, il s'occupait de la crèche. Et puis, à un moment, il a arrêté. Et voilà, lui aussi, il est pas jeune. Il est même très, très vieux. Et ce qui fait qu'il y avait personne pour la faire. Alors, bon, moi, je l'ai faite, voilà, c'est tout. C'est parti de là, ça fait 7-8 ans que je la fais maintenant. Bien sûr, Loulou, c'était pas ce que je fais moi. C'était moins, disons... plus modeste? Ouais, c'était pas du tout pareil. Moi, je fais un truc qui sort un peu de l'ordinaire, quoi, hein, parce que... Elle est grandiose, cette crèche. Ouais, mais c'est quand même assez compliqué disons ce que je fais. Comme personne ne s'occupe de l'église, c'est malheureux de le dire, mais c'est comme ça. Bon, il faut bien quelqu'un qui le fasse. Alors donc, comme moi, je suis bricoleur, je sais un peu tout faire, rien faire, hein, c'est le cas de le dire. Voilà, pour rendre service, ben voilà, je fais des bricoles par-ci par-là. Et là, dernièrement, justement, on est en train de remettre la chaire qui avait été enlevée il y a 20 ans au moins, à l'époque où le pape et compagnie, en fait, bon, ils ont voulu modifier toute la religion en disant, ah voilà, c'est fini, l'église d'avant, on parle plus en latin, on parle en français, on tourne plus le dos, bon, enfin, etc., quoi. Ben, la chanson de Brassens, hein, ça, la latin, la messe nous emmerde, hein, c'est bien connu, bon. Et en fin de compte, voilà, là, ils ont tout modifié, et ils ont surtout tout cassé ce qu'il y avait dans l'église, voilà. Heureusement qu'ils n'ont pas touché le chemin de croix, parce que là, ça va être une catastrophe. Alors donc, ils ont levé la chaire. L'escalier, à ce moment-là, tout le monde a ramassé plus ou moins des affaires, et puis ils ont cassé un lustre immense, il y avait des tableaux de maîtres qui ont disparu, qui sont partis à la Castille ou ailleurs. Bon, et puis l'église, elle était comme si elle était pillée, quoi. L'hôtel qui était en marbre, un hôtel gigantesque, a complètement disparu, ça a été cassé, il y a plus rien, voilà. Là, l'escalier de la chaire avait été récupéré par le toubib de Lille à l'époque. Bon, ça en est servi pour aller dans son étage, là. Bon. Maintenant, le docteur, enfin, le nouveau docteur, qui a vécu des années là-haut, a dit, qui a déménagé, maintenant, il était à la maison du commandant, il a dit, bon, écoutez, quand je partirai, l'escalier, je le redonnerai à l'église. Donc, on l'a ramassé. Et voilà. Alors maintenant, on l'a remis plus ou moins en état. La chaire, on l'a surélevé, on l'a remis à sa place, et on est en train on l'a pas encore fait, mais on va monter l'escalier, comme c'était avant, quoi. Hein, voilà. Mais bien sûr, ça ramènera pas les lustres et tout ce qui a été volé, hein. Vous veillez en quelque sorte sur voilà, cette église, quand même symboliquement, puis vous habitez juste derrière l'église. Donc vous avez un œil permanent sur cette église. D'ailleurs, j'ai fait une chanson là-dessus, entre le diable et le bon Dieu. Bon. Puis moi, ça me chagrine qu'on ait pu toucher au patrimoine je suis pas très croyant, en fin de compte, mais moi, je trouve que c'est complètement ridicule d'avoir touché au patrimoine de l'église. Il n'aurait pas fallu toucher quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai insisté lourdement pour qu'on remette cette chaire. Ça fait partie de vos engagements sur l'île. Vous avez fait partie également de la troupe des théâtres de Porquerolles. Pour vous, qu'est-ce que ça représente, cette troupe de théâtre? Qu'est-ce qu'elle apporte aujourd'hui à l'île? Mais la troupe de théâtre, c'est bien parce que au moins ça réunit les gens. Et puis, bon, c'est plus ou moins marrant, quoi. Donc, mais ça réunit surtout les gens. Ça fait un lieu, bon, ça fait une animation, surtout. Et puis, deuxièmement, c'est une question de réunion des Porquerolais, quoi, hein, parce que maintenant, les réunions,
C'est plus comme avant, hein. Il y a Porquerolles, il y en a plus beaucoup, il y en a plus du tout, presque. Hein. Et puis, en fin de compte, il y a plus d'animation. À l'époque, on pouvait aller au cinéma, enfin, après la guerre, on allait au cinéma à la marine. Maintenant, il y a la télévision, c'est vrai, mais, divisé pour mieux régner, c'est dommage. Bon, voilà. Ouais, c'est une façon de se rassembler autour d'un moment convivial et puis peut-être de transmettre des choses parce qu'il y a eu beaucoup de pièces qui racontent l'histoire de l'île. Oui, aussi, ouais, bien sûr. Alors, c'est pas le but de transmettre, mais c'est plutôt anecdotique, mais ça fait partie quand même du patrimoine. Patrimoine, ouais, c'est bien. Ça participe à la vie culturelle. Oui, tout à fait, voilà. Quelle est la saison que vous préférez sur l'île et pourquoi? Bonne question. Pourquoi? C'est facile de vous expliquer pourquoi. Moi, je préfère qu'il n'y a personne. Pour moi, il y a beaucoup trop de monde. Il y a trop de bateaux, il y a trop de scies. Il y a les plages à l'époque où après la guerre, il y avait 3 bateaux, maintenant il y en a 3000. Ce qui fait que Porquerolles est complètement défiguré. Tous les jours, ça débarque sans arrêt. Surtout en été, mais même en hiver. À l'époque, il y avait quand même un moment de tranquillité qui n'existe pratiquement plus. Et puis, les 250 ouvriers de la ferme, hein, malheureusement, ont complètement disparu. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus que des marchands de glace, fait comme partout, sur la côte et ailleurs. Hein. Des loueurs de vélo, et ça, en fin de compte, pour moi, il y a trop de fréquentation. Beaucoup trop. Alors justement, Dédé, vous avez écrit une chanson qui s'intitule Le paradis perdu. Ouais, c'est ça, ouais. Donc qui exprime bien ce que vous venez de décrire. Vous dites tu vivais bien tranquille sous ta citadelle, le ciel était clément sur ce monde ignoré. Tu recevais alors que touristes fidèles dont le seul but était de venir s'intégrer. Puis ce fut la cohue et l'exode rural, à l'assaut des remparts il nous faut débarquer. Peu à peu tu connus la ruée infernale, sous les flots grossissants s'engloutit le rocher. Vous racontez ensuite le charme et le calme rompus par la vague estivale, la beauté qui fait place à l'uniformité, la nature peu à peu grignotée par le béton. Et vous terminez cette chanson en disant « L'authentique n'est plus et ta gloire fragile, au regard qui s'éteint, ta lueur s'est fanée. Qui peut donc espérer dans ce monde futile un retour de printemps dans un ciel azuré? Tu ne vis plus tranquille sous ta citadelle. Les anciens sont partis comme vont les enfants, emportant avec eux la mémoire éternelle. Les oiseaux du malheur sont posés sur les champs. » Voilà, ça tout à fait. Tout. Ouais. Vous avez été témoin de l'essor de la fréquentation sur l'île. Est-ce que vous l'avez senti progresser d'année en année? Oh là là, mais c'est simple. Depuis la création du port, c'est là que Porquerolles a complètement changé. En quelle année? En 70. Ça a été une catastrophe. Voilà. Ils ont commencé à construire les palmiers, construire autre chose. Malheureusement, au lieu de construire, ils auraient fait de penser à la population qui n'a pas trop de logement, qui n'ont rien. Mais par le près des palmiers, ils ont quand même réussi à construire les HLM là derrière. Derrière, sous Sainte-Agathe, là. En fin de compte, c'est le près des palmiers qui a financé tout ça. Ce n'est pas la mairie. La mairie a participé de rien du tout, en fin de compte, comme toujours. Hein. Bon, elle attend toujours que les promoteurs construisent pour pouvoir donner des appartements, faire des appartements sociaux, quoi. Bon, mais ça c'est dommage. Alors qu'il y avait largement la place sur des terrains. Là. Voilà, c'est comme ça que Porquerolles a commencé à partir en barigou, là. C'est le cas de le dire. Hein. Pour revenir à la question originelle que je vous posais, donc évidemment la saison que vous ne supportez plus, c'est bien entendu l'été, et j'imagine même les mois qui débordent un peu de l'été. Et est-ce que vous arrivez quand même à trouver encore de la tranquillité au cœur de l'hiver? Jusqu'alors, plus ou moins l'hiver, enfin, à part depuis quelques années, il y avait d'années en arrière, il y avait encore un peu, disons janvier, février, où il y avait encore un petit peu de tranquillité, quoi. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est tous les jours. Il y a toujours des vacances. Et les gens, je sais pas, ils sont toujours en vacances, j'en sais rien. Bon. Et toujours, ça débarque tous les jours. Alors, voilà. Pour moi, il y a du monde toute l'année. Et pour moi, c'est trop. C'est trop. Alors, quelquefois, pour m'isoler, je vais au milieu du bois, hein. Je fais des chemins, voilà, pour passer le temps, quoi. Au moins, comme ça, je suis tranquille.
hein, où je vois personne, en fin de compte. Oui, il Voilà. est encore possible quand même, quand on Oui, va en c'est forêt, possible, de mais à croiser condition de personne. se cacher. À condition d'aller dans des endroits que personne ne connaît. Alors, justement, Voilà. Dédé, Voilà. vous faites le lien avec ma prochaine question. Quel est ou quels sont les endroits que vous affectionnez tout particulièrement sur l'île? Oh, en fin de compte, il n'y a pas plus que d'autres. Non, non. Je connais l'île par cœur, bien entendu. Je l'ai croisé de long en large en travers, en canal et piège, en champignons et tout. Je connais l'île par cœur. Tous les endroits ont leur charme, en fin de compte, non. Non, je vois pas pourquoi je m'en plus un côté que l'autre, non. Du côté de Notre-Dame, c'est peut-être un peu plus, disons, sauvage. Après, c'est partout un peu pareil. Voilà. À part le milieu du bois, où personne ne va, Oui. enfin, ou très peu, et puis qui est dans un état lamentable. Parce que à l'époque où il y avait les ouvriers à la ferme, bien entendu, hein, il y avait aussi des gens qui faisaient les charbons de bois. Et les forêts étaient nettoyées, et c'est pour ça que il y avait beaucoup de chemins au milieu, et c'était très, très, très romantique, en fin de compte. Hein. Aujourd'hui, tout ça, au milieu du bois, il n'y a plus rien. Il n'y a que du bois mort, les chiens ont poussé, tout ce qui est dessous, les bruyères ont séché, et c'est plus que du bois mort, on se croirait dans je sais pas quoi, dans une outre-tombe. Là. Bon. Et c'est dommage, parce que, et bientôt, tout a changé. Au niveau champignons, à l'époque, il pleuvait beaucoup plus. Il y avait des champignons que les chanterelles, tout ça, que pourquoi on ne l'a jamais eu. Il y avait des girolles à foison. Aujourd'hui, il y a des chanterelles quand il pleut beaucoup. Et les girolles, il y en a plus. Une par-ci, une par-là, enfin, il n'y a plus rien. À part quelques trompettes de mort et quelques cèpes quand c'est le moment. Et là, chaque année, c'est de pire en pire. Donc, à un moment, il n'y aura même plus du tout de champignons. Là, on peut faire encore la croix là-dessus. Hein. Bon, j'entends donc qu'il n'y a pas forcément un lieu que vous affectionnez particulièrement, que tous les lieux de l'île vous rappellent, peut-être vous évoquent aussi des souvenirs. J'entends quand même peut-être quelque chose qui m'a pas été souvent dit, ce sont ces bois un peu particuliers d'une autre époque, puisque là vous dites aujourd'hui que ils sont un peu peut-être laissés à l'abandon, peut-être moins entretenus, et du coup qu'il y a plus cette... J'aime beaucoup ce que vous avez dit, ce côté un peu romantique qui a pu y avoir par le passé. Oui, mais justement, oui, c'est vrai. Ben, tous les chemins qui ne sont plus, hein, des sentiers qui étaient à l'époque où ils passaient avec des chevaux, les tombereaux et quand ils faisaient le bois et tout, hein, voilà, tout ça, ça a disparu, plus ou moins, puisque c'est pas entretenu, de toute façon, et puis ça sert à quoi, de toute façon. Alors, le parc, bien sûr, leur politique, c'est de rien toucher. Faut pas toucher à la nature, bien sûr, d'accord, mais fait. Alors bon, ils nettoient le long des routes, plus ou moins pour la sécurité. Et puis là, on voit, mais après, à l'intérieur, on voit plus rien. C'est dommage. Hein. Voilà. Pour vous, la porquerolle authentique, est-ce que ça signifie quelque chose? Et si oui, ça vous évoque quoi? Authentique? Oui. Ben, ça m'évoque ma jeunesse, en fin de compte. Voilà. Après, le reste, maintenant, il n'y a plus rien d'authentique. C'est l'uniformité. Voilà. La banalisation. Voilà. Et moi, j'aime bien la liberté et que les gens ne se ressemblent pas tous, en fin de compte. Voilà. Il y a plus de personnages où des gens ont un caractère qui sont à part. Il y a plus ça. Voilà. Tout le monde parle pareil, tout le monde bon. Et en fin de compte, avant, il y avait des gens anecdotiques qui ont complètement dans toutes les îles, surtout ici et ailleurs, hein, dans toutes les îles, il y avait des gens qui avaient des histoires à dormir debout, hein, qui arrivaient de n'importe où. Et tout ça, c'est fini, ça. Maintenant, ils arrivent. Porquerolles était un théâtre avec des grandes figures et des grandes personnalités. Il y avait des grandes personnalités, ouais. Ouais, tous les artistes, ils venaient souvent, hein, Chaplin et tout ça. Ouais, mais même sans parler des artistes, j'entends que vous dites les gens, même du village. Les gens du village, incarnaient des personnages. D'ailleurs, je le dis dans la rue des Puces, hein. Oui, tout à fait. Oui, j'en parle. Oui, tout à fait, vous le dites. Dédé, est-ce que, je vais vous laisser le temps de réfléchir, mais est-ce que vous pourriez me raconter un souvenir ou une anecdote marquante de votre vie à Porquerolles? C'est pas forcément un grand souvenir, un grand événement, ça peut être une petite chose, mais quelque chose qui vous a marqué, une jolie histoire. Une fois.
on allait au masque de fer. Le masque de fer, c'est la licasse. Alors on disait plus ou moins que le masque de fer, il aurait pu être enfermé là. Enfin, bon, ça, j'en sais rien du tout. Hein. Et on allait. Et puis ce fort de la licasse, à l'époque, il était abandonné après la guerre. Hein. Il n'y avait personne là. Hein. Donc on passait, on rentrait, on sortait. Bon. Et on allait là, en balade, tout, avec des copains, 2 ou 3 de l'école. Là. Bon. Et puis un beau jour, on arrive là-bas. Et puis on est allé voir le fort. Et puis d'un coup, on entend une voix. Oh, qu'est-ce que vous faites là, machin, une voix caverneuse, je sais pas quoi là. Putain, qu'est-ce qu'on fait? On part en courant, moi, sur le coup. Oh, j'étais surpris. Et puis, on fait 50 mètres, puis d'un coup, on se ravise. Et qu'est-ce que c'est ça? On prend des bâtons, on prend des pierres, et on retourne. Heureusement qu'il est sorti du mur. C'était un type de porquerolles. Et en fin de compte, il est sorti. Oh les gars, ça va? Il dit, on a tellement eu peur sur le coup, quoi. La réaction, bon, on a dit, oh, mais enfin, bon, ouais, c'était lui, bon, ça va, pas de problème. La vie insulaire, elle fascine, autant qu'elle peut effrayer. Qu'est-ce qui fait, selon vous, sa particularité, peut-être en termes d'espace, de temporalité, de vie en communauté, on en a parlé? La vie insulaire, c'est à part parce que, déjà, il faut aimer la solitude. À l'époque, les gens étaient habitués à vivre dans un certain milieu familial où les gens, plus ou moins, ils étaient à la campagne. Aujourd'hui, tout ça, ce n'est plus du tout pareil. Les gens, ils vivent à la campagne comme ils vivent à la ville. À l'époque, il y avait 3 bateaux par jour. Les gens faisaient tous des courses sur l'île. Il y avait une vie communautaire. Il y avait même une coopérative. Il y avait tout. Aujourd'hui, tout ça, ça n'existe plus. En fin de compte, aujourd'hui, c'est la course au fric. Et la vie est complètement changée. C'est différent. Et puis les gens, même les jeunes, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre dans les bois? Et ils y vont pas, hein, pourvu qu'ils tapotent sur leur machin, hein. Bon, mais ça, Dédé, à la limite qu'on soit ici ou sur le continent, oui, c'est pareil. Qu'est-ce qui est vraiment caractéristique de la vie sur l'île? Ben, c'est surtout la liberté, surtout, en fait. Je pense, hein, que c'est la liberté. En voilà. Mais cette liberté-là, aujourd'hui, c'est plus la même. Elle est plus vécue de la même façon. En plus, ici, comme je l'ai dit au début, c'est un peu la solitude. En fin de compte, il faut se débrouiller un peu seul. Hein, et bon, on a toujours, et ça, c'est pas évident. Les gens, pour prendre des décisions, maintenant, ils sont pas trop capables de prendre des décisions. Hein. Bon, alors, je pense que il y a beaucoup de moutons et guerre de bergers, hein, j'ai l'impression. Hein. Justement, en effet, cette solitude, on entend souvent qu'il faut avoir passé 1 ou 2 hivers ici complets sur l'île pour prétendre connaître un petit peu la vie sur l'île. Vous avez dit, dans un reportage, il faut avoir un trésor en soi pour passer l'hiver ici. Comment vous vivez les hivers sur l'île, Dédé? Bon, j'ai l'impression que pour vous, c'est plutôt une période bénie, en tout cas, la période que vous préférez. Oui, pourquoi? Parce que j'ai le calme. Oui. Enfin, c'était le calme. Et quel est votre trésor? Parce qu'il faut quand même une certaine force. Vous avez dit, il faut aimer la solitude, il faut aimer vivre un peu en retrait du monde. Certes, l'île offre une certaine liberté, mais tout le monde n'est pas armé pour vivre pleinement cette liberté dans la solitude. Voilà. Donc, les gens, à l'époque, qui vivaient à Porquerolles, étaient habitués à ce genre de vie. C'est-à-dire que, bon, les gens pas besoin ne sortaient pas, pas besoin d'aller courir à droite et à gauche, hein, comme je vous l'ai dit. C'est que, ici, il y avait pratiquement tout sur l'île, on n'allait pas courir. D'ailleurs, on n'avait pas les moyens de l'autre côté, on n'avait pas ce qu'il fallait. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien du tout, à part 2 ou 3. Bon. Les vacances, on n'en parle pas, il n'y avait pas plus de ski, rien du tout. À Porquerolles, on y restait, hein, bon. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, tout ça, c'est plus du tout pareil. La vie est complètement changée. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut, j'en sais rien ce qu'il faut. Il faut refaire le monde, tout simplement, voilà. Il faut que, parce que les gens, ils sont plus habitués à vivre comme avant. Nous, on vivait différemment. On n'avait pas besoin de se regrouper. Plus on était seul, mieux c'était, hein, voilà. À part les copains, hein. Bon. Quand même. Ouais, quand oui, non, mais c'était pareil. C'était la bande, mais bon. Il y a une certaine force intérieure, vous pensez que les gens étaient oui, plus solides intérieurement? Bon, ouais, je pense qu'il faut une certaine force, ouais.
Ouais. Ouais, je pense qu'il faut être habitué à, je pense, les gens, les trois quarts, si on les met là, ils passent 8 jours de vacances, si on les met là en plein hiver, je pense que, ils déchantent vite. Ils partiraient vite, hein. Ouais. Qu'est-ce que vous regrettez le plus dans le Porquerolles de votre jeunesse, Dédé? La liberté et la solitude. Ouais. Et surtout la liberté. Quels sont pour vous, Dédé, les grands enjeux de Porquerolles dans les années à venir? Aïe. Alors là, je suis pessimiste. Ouais. Je crois que, enfin, pour moi, Porquerolles c'est foutu. Comme disait Georges, Dédé, Porquerolles c'est cuit, et il avait raison. Je pense que, l'avenir, à part le commerce, je crois que c'est fini. Au point de vue vie, sociale, il y en a plus. Je pense qu'il y a un long retour. Enfin, à mon avis, Putain, je peux me tromper, Moi, je vois les choses à l'envers, enfin, en noir un peu, mais pas, peut-être en noir, peut-être même pas en gris, je sais pas. Bon, toujours est-il que j'ai pas trop confiance à l'avenir, moi. On voit l'île évoluer dans une direction qui probablement est très loin de la Porquerolles que vous avez vécue. Néanmoins, on sent aussi une tendance, alors puis peut-être cette période de post-confinement, post-crise sanitaire l'a exacerbé un petit peu. Il y a quand même un retour peut-être des jeunes générations, en tout cas de certaines catégories de personnes, qui reviennent à la nature, qui ont envie un peu de s'affranchir de la frénésie quotidienne, de la société de consommation. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un sursaut positif de ce côté-là, ou est-ce que vous restez quand même pessimiste? Moi, j'y crois pas trop. Parce que les gens, il y a bien quelques jeunes, c'est vrai, qui veulent revenir, mais qui ne peuvent pas revenir en plus. Et puis, tous les jours, de toute façon, c'est pas qu'à Porquerolles, en France et partout. Il y a une espèce en fin de compte, de privation de liberté de partout. Voilà. On vient à l'uniformité, ce que je disais au début, c'est que, en fin de compte, les gens, ils n'ont plus le caractère, quoi. Les gens qui étaient sur l'île, il y avait déjà des personnages historiques, des types qui racontaient des histoires, une anecdote, il y avait toujours moyen de rigoler, quoi. Aujourd'hui, ma foi, les gens, ils rigolent de travers, j'ai l'impression. Bon. Il me reste 2 questions, Dédé. Quelle est votre définition du Porquerolais? Alors, à l'époque, j'avais dit, Porquerolais, celui qui est là, et qui s'installe sur l'île, et puis, bon, qui vit comme les autres, voilà. C'est ça, la définition. J'en reste là-dessus. Bon, maintenant, même en étant Porquerolais, disons, se croyant être Porquerolais, ils ne pourront pas l'être. Parce que tout ce que j'ai vécu, ils ne peuvent pas l'avoir vécu, donc ça peut pas. Alors il y en a qui disaient, il faut être né à Porquerolles. Pas forcément, c'est pas ça. Mais il faut vivre comme les gens qui sont nés à Porquerolles. Et ça, je pense que maintenant, il n'y en a plus beaucoup. On peut plus naître à Porquerolles. Non, on peut plus. D'abord, on peut plus. Oui. Je suis né à Porquerolles parce qu'avant la guerre, il y avait un docteur qui accouchait. C'est pour ça qu'on est quelques-uns à être nés ici. Après, bien sûr, ils sont nés ailleurs, compagnie. Mon frère, ma sœur et compagnie, comme tous les autres. Alors, en évoquant Porquerolles, on parle des crins de joyaux de la Méditerranée, de la perle des îles d'Or. Je vous vois soupirer, Dédé. Quel serait, selon vous, l'objet ou l'image, pour vous, Dédé, la plus évocatrice de Porquerolles? J'ai tellement d'images que je sais pas quoi dire, là. Par exemple, bon, alors je sais pas si vous quittez encore un petit peu Porquerolles de temps en temps, mais quand vous êtes pas sur l'île et que vous pensez à l'île, qu'est-ce qui vous vient tout de suite dans la tête? D'ailleurs, je pars de moins en moins, c'est vrai. Et puis, quand je pars, je pars. Si je pars, c'est que j'ai décidé de partir, et donc, je pense pas à Porquerolles. Ah. Bon. Après, si je restais 10 ans sans venir, peut-être, oui, j'aurais des images, c'est sûr. Mais là, pour l'instant, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Si je m'en vais 3 ou 4 jours, et même je pars de moins en moins. Et puis, donc, j'ai pas le temps de me poser tellement de questions. Je comprends. Voilà, bon. Il y a tout qui disparaît à Porquerolles. Tiens, par exemple, avant la plage de la Galère, il y a une pointe, on l'appelait la pointe du Bon Dieu. Pourquoi? Parce que, sur le flanc du coteau,
du rocher, quoi, il y avait l'image du Christ. L'image du Christ qui était comme presque sculptée sur sa croix. Et en fin de compte, c'était un rocher de quartz qui faisait, en fin de compte, ce genre de créature, quoi. Bon. Eh ben, pas plus tard qu'il y a 2 ans, ce rocher, il y est plus. Il est tombé, ça c'est, voilà. Alors je me dis, avec anecdote, hein, je me dis, ben, voilà, même le bon Dieu peut rester sur l'île, hein. Il a foutu le camp. Je voulais faire les chansons, mais je l'ai pas fait. J'avais commencé, puis je l'ai pas fini. Voilà. Alors, si l'image du bon Dieu s'en va. Eh ben, voilà, il ne reste plus que Satan. Bon, on va pas rester sur cette image d'Aidé, une belle image de Porquerolles dans votre tête, les bois romantiques. Mais moi, je m'en fous, hein. Moi, je suis habitué, hein. Puisque dans ma chanson, j'ai dit, je suis entre le diable et le bon Dieu. Moi, pour moi, ça changera rien. Alors, vous êtes entre le diable et le bon Dieu, c'était l'image pour symboliser le lieu où vous vivez ben aujourd'hui. Voilà, c'est pour symboliser le lieu. C'est vrai, et puis après, c'est plutôt pour rigoler, quoi. Bon, merci infiniment d'Aidé pour votre regard, le partage de ces souvenirs sur l'île. Merci beaucoup. Voilà, ben de rien. Hein. Merci à Dédé pour sa tendre authenticité. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur fragileporquerolles.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Si cet épisode vous a plu, surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour les détenteurs d'iPhone, si vous voulez apporter un vrai coup de pouce au podcast, laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts. C'est aussi possible désormais sur Spotify de laisser un petit commentaire. C'est la meilleure manière de me soutenir et ça me fait toujours infiniment plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. À bientôt.